Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'atrium Hydro-Québec de la Maison de développement durable en ce printemps ensoleillé. Cet événement midi que nous avons, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Je m'appelle Josée Duplessis, je suis la directrice générale de la Maison de développement durable. La Maison de développement durable, c'est un carrefour d'échange, de réflexion, d'innovation sur le développement durable. C'est aussi un bâtiment écologique qui soutient le développement de ses membres, entre autres, par la gestion de bureaux dans ce premier bâtiment certifié LEED Platine, nouvelle construction au Québec. Nous animons aussi une programmation d'événements qui permet aux acteurs de changement de se rencontrer, de se regrouper et de collaborer afin d'amplifier les impacts de leurs actions. Nous sommes en direct sur Zoom, également sur Facebook, sur la page Facebook de la Maison de développement durable. Donc, on vous invite, où que vous soyez sur Zoom ou sur Facebook, là, à nous écrire vos questionnements, vos commentaires, vos impressions tout au long de l'échange. Il y aura une période de questions à la fin là, de l'événement pour échanger avec nos superbes conférenciers. Aujourd'hui, on est chanceux. Donc, nous sommes très contents de vous présenter l'événement Bâtiment durable, comment améliorer la performance énergétique et l'exemple de la Maison de développement durable, duquel on y travaille depuis plusieurs années déjà. Aujourd'hui, nous allons échanger pour comprendre comment la Maison de développement durable, un bâtiment déjà efficace au niveau énergétique, a pu réduire encore plus sa facture d'électricité de 35 % tout en améliorant le confort et l'efficacité opérationnelle. C'était ça les objectifs. Nous avons le plaisir d'avoir comme conférencier principal aujourd'hui Réal Cournoyer, qui est coordonnateur à optimisation et directeur régional par intérim du Québec chez Écosystème. Amer Medaouri, qui est chargé de programme à la Direction générale des opérations de l'innovation au sous-ministériel à la transition énergétique au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles du Québec. Et Étienne Saint-Cyr, qui est ingénieur, chef expertise énergétique chez Hydro-Québec. Avant de débuter l'événement, j'aimerais remercier les partenaires de la Maison du développement durable, entre autres Hydro-Québec, qui est notre partenaire principal de la programmation, et la Ville de Montréal. Un tout petit mot d'introduction sur la création de la maison, du pourquoi et du pourquoi on s'est embarqué, le conseil d'administration, dans ce programme d'amélioration de l'efficacité énergétique. Donc, la mission de la Maison de développement durable, c'est de créer une synergie entre les locataires, les membres qui y habitent, pour avoir plus d'impact de transformation sociétale, pour que chacun d'entre eux puisse se soutenir et aussi soutenir l'ensemble du mouvement du développement durable. Une double mission, donc, gestionnaire immobilier tentant d'être exemplaire et un carrefour de synergie entre les différents acteurs de changement, autant à l'interne qu'à l'externe. Puis à l'interne, pour vous donner une idée, entre autres, là, des organisations qui y habitent, on a Équiterre, le plus gros groupe environnemental au Québec, Amnesty International, la section francophone, ils sont ici, Options consommateurs, Vivre en ville, le Conseil régional de l'environnement de Montréal, ainsi que le siège social du réseau des conseils régionaux de l'environnement du Québec, le projet de la réalité climatique, c'est un projet canadien, la section Québec de la Fondation Suzuki, Piéton Québec, donc qui agissent à travers le Québec, Trajectoire Québec aussi, le Forest Stewardship Council, c'est une certification du bois durable à travers le Canada, et puis ils ont étendu leurs tentacules aussi. Humanité Inclusion réside aussi dans nos locaux. Donc, en plus de cette mission de rassembleur, la maison se veut être un bâtiment démonstrateur. Donc, nous tentons toujours de rester exemplaires. Donc, de réviser nos systèmes, modes de gestion afin d'économiser encore plus d'énergie, ça allait de soi. Après, on a commencé après 7 ans d'opération, on arrive à bientôt 10 ans. Donc, de faire un recommissioning, c'était très important pour nous. Alors, je vais m'arrêter là, puis je vais passer la parole tout de suite, parce que vous allez voir, il y a beaucoup à dire, à Réal Cournoyer, qui sera peut-être aidé de Nicolas Lacroix là, sur le projet de recommissioning, l'origine du projet, le diagnostic, les besoins du bâtiment, les solutions, les résultats. En tout cas, on aura ce portrait-là qui sera dressé là, par Réal. Alors, à toi, Réal. Bon, merci Josée, bonne introduction. Je vais travailler avec mon collègue Nicolas Lacroix, donc on va se partager les prochains 25 minutes. On a quand même beaucoup de matériel, ça va aller quand même assez vite à ce niveau-là. Donc, moi, c'est Réal Cournoyer, je travaille chez la compagnie Écosystème en optimisation. Nicolas Lacroix est mon collègue.
Donc, je vais débuter, peut-être aller à la page suivante, Nicolas. On va commencer avec parler de la présentation du projet de la MDD, donc la mise en contexte de ce bâtiment-là dans le cadre d'une optimisation et d'un recommissioning. Ensuite, Nicolas va nous parler des besoins initiaux qu'on a eus sur le projet avec l'approche intégrée axée sur les résultats. Donc, c'est notre modèle d'affaires chez Écosystème. Ensuite, moi, je vais revenir pour parler de tout ce qui est diagnostic et des mesures qu'on a implantées dans le cadre du projet. Et puis, Nicolas va revenir à la fin pour la partie résultats et la conclusion. Et puis, il y aura évidemment à la toute fin une période de questions. Donc, ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Donc, je débute avec la présentation, peut-être à la suivante. Je veux rappeler, peut-être beaucoup de gens connaissent la Maison du développement durable, mais quand même de mettre dans le contexte que ce bâtiment-là a une occupation à usage mixte. Donc, on avait affaire à des bureaux, des salles de conférence au niveau 1, un restaurant, entre autres, et une garderie. Donc, on a dû travailler avec différents horaires, plages d'occupation du bâtiment. Voilà la suivante. On bénéficie aussi de belles technologies vertes là, qui nous permettent, entre autres, avec un mur végétal, de travailler au niveau de l'humidité du bâtiment, au niveau de la gestion du CO2. On a des fenêtres aussi qui sont ouvrantes sur l'atrium. Suivante. On a aussi une mécanique distribution d'air sophistiquée. On a 3 étages du bâtiment dont la ventilation se fait par les planchers. Donc, avec évidemment toute une mécanique sophistiquée autour. On a évidemment une architecture, une structure extraordinaire au niveau de la fenestration des murs, donc très peu de pertes vers l'extérieur, très peu d'infiltration de l'extérieur aussi. Suivante. On a un équipement très haut de gamme là, pour la récupération d'énergie de l'air évacué versus l'air entrant. Donc, on bénéficie aussi de cette mécanique-là. Suivante. On a un champ de géothermie. Donc, c'est la partie principale de la mécanique de ce bâtiment-là. Donc, 28 puits de géothermie qui sont localisés sous le bâtiment, avec une thermopompe qui était conçue pour répondre à tous les besoins de chauffage et de climatisation du bâtiment. Suivant. Et évidemment, des contrôles pour prendre le contrôle de tous ces beaux équipements-là, de cette mécanique-là sophistiquée. On a des contrôles et une instrumentation abondante, voire même débordante. Mais évidemment, c'était pour le volet aussi éducatif de la MDD, là, à savoir qu'il faut instruire, il faut démontrer le mesurage et tout ça. Donc, c'est ce qu'on a pour travailler. Donc, en plus de ça, je vous dirais l'avantage qu'on a d'un bâtiment comme celui-là, qui avait à peine 7 ans quand on a commencé, 7-8 ans, c'est qu'on a bénéficié aussi d'une documentation à jour, des plans à jour. Donc, ça, c'est très... ça a une bonne valeur pour nous. On a eu la chance aussi, dès le départ, de travailler avec Normand Roy, qui connaissait bien le bâtiment, qui avait même participé à la construction. Donc, on avait toute l'histoire de la construction, de ce qui a suivi dans les années après. On a eu Julie aussi qui connaissait bien le bâtiment au niveau du fonctionnement des équipements. Après, ça est arrivé José en cours de route qui a continué à prendre le relais de tout ça. On a réussi avec tous ces gens-là à bâtir une bonne confiance aussi, un bon travail d'équipe qui nous a permis rapidement de prendre action sur des choses qu'on voyait. Donc, on est allé dans des étapes très rapides d'observation et de prise en réaction. Vous allez voir que les prochaines minutes, on va les consacrer à démontrer ce qu'on a observé, ce qu'on a vu qui fonctionnait mal, ce qu'on a dû corriger. Je veux en profiter pour dire qu'un processus d'optimisation et de recommissioning, ça ne se veut pas une critique de ce que les professionnels ou les entrepreneurs ont fait il y a 10 ans. Je pense que ces gens-là ont livré un superbe bâtiment. On a la chance, nous, de devoir l'adapter aux besoins réels, ce qui est difficile quand on livre un bâtiment neuf où le bâtiment est probablement à moitié occupé, le champ de géothermie est certainement ultra performant. Donc, on est dans un autre contexte où
on a peut-être l'air de jouer les gérants d'estrade, puis les gens qui disent « Ah, ben, moi, j'aurais pas fait ça de même », mais ça paraît facile, mais disons qu'on est dans un contexte beaucoup plus favorable pour observer tout ça puis faire les correctifs. Donc, je laisse la parole à Nicolas pour les prochaines étapes. Parfait, merci Ed. Donc, je vais parler rapidement des besoins initiaux. Il y avait une discussion au départ qu'on avait eue suite à l'évaluation de la performance un peu qui avait été faite à l'interne par l'équipe de la NDD. Il avait constaté que le bâtiment, la consommation du bâtiment était nettement supérieure à ce qui avait été prévu au moment de la conception. Il faut remettre les choses un petit peu en perspective. Quand on fait une simulation énergétique, entre autres dans le cadre d'une certification LEED, on veut savoir ça va être quoi la performance de notre bâtiment par rapport à une référence. Et cette référence-là, de toute évidence, n'existe pas encore. Donc, l'idée, c'est de créer un bâtiment type qui respecte le code au niveau minimum. Et ensuite, on applique des mesures d'optimisation énergétique, des mesures d'amélioration qui vont réduire la consommation et on compare les deux bâtiments entre eux. Ceci étant dit, le défaut un peu là-dedans, c'est que on doit baser ça sur un paquet d'hypothèses qui font que souvent, ni le bâtiment de référence, ni le bâtiment simulé ne collent parfaitement à la réalité. Donc, c'est quelque chose qui présente un défi assez important. Et là, l'interrogation initiale, c'était comment ça se fait qu'on est aussi loin que ça de notre bâtiment simulé. Donc, si vous voyez sur l'image, c'est que dans le fond, le bâtiment de référence aurait consommé normalement 1,5 fois plus que la consommation réelle de la maison de développement durable. Mais la maison consommait quand même 2,3 fois plus que ce qui avait été simulé. Donc, on ne peut pas prendre nécessairement ce qui sort directement de la simulation et appliquer ça et dire ça va être ça ma future consommation. Souvent, il y a trop d'hypothèses et il y a trop de disparités sur la façon dont le bâtiment est réellement opéré en bout de ligne. Donc, pour pouvoir prendre ça et le comparer côte à côte. On peut revoir la simulation par la suite, faire d'autres itérations, mais là, ça, c'est un processus qui a eu lieu au niveau de la conception initiale du bâtiment. Les indicateurs qu'on regarde au départ là, de façon très macro, disons, là, c'est l'intensité énergétique. Donc, on a un bâtiment qui avait 0,78 gigajoules au mètre carré, ce qui est correct pour des édifices qu'on pourrait considérer à bureau, mais qui ne reflète pas tout à fait la qualité de construction et de performance qui était prévue pour ce bâtiment-là. Et on avait un coût annuel aux alentours de 120 000 incluant gaz naturel et électricité avant taxe. Donc, on a décidé de baser le projet. En fait, quand on a été approché, c'était pour avoir un partenariat qui était davantage axé sur les résultats. C'est une façon qu'on considère qui est beaucoup plus favorable à l'atteinte, disons, là, des objectifs communs dans le cadre d'un projet comme ça. Donc, ce qui est prévu dans ce type d'entente-là, c'est vraiment de miser sur l'objectif, sur le résultat final qu'on veut atteindre, davantage que sur le chemin pour s'y rendre. Donc, souvent, on va focusser sur des équipements, des choses comme ça et tout, en se disant ça va sauver temps, ça va sauver temps, mais c'est un peu après coup qu'on constate si on s'est rendu compte, si on s'est rendu à l'atteinte de nos résultats, ce qui n'est pas toujours le cas. Dans ce cas-ci-là, on a davantage fixé des objectifs d'économie d'énergie, entre autres, mais également opérationnels, environnementaux, qu'on a quantifiés pour être en mesure ensuite d'identifier des solutions qui seraient les plus favorables pour l'atteinte de ces objectifs-là. Règle générale, une façon de fonctionner qu'on privilégie, c'est de transférer l'imputabilité à la firme partenaire. Donc, en l'occurrence, dans ce cas-là, c'était Réal et moi qui avions la responsabilité ultime d'atteindre les résultats.
Donc, dans les étapes de projet, je passerai rapidement là-dessus. On a passé par une offre de service. On a ensuite fait une étude de recommissioning et l'implantation des mesures qui avaient été identifiées comme prioritaires pour mener à bien le projet et atteindre les performances. On a ensuite procédé à un suivi de la performance et un accompagnement pour le transfert technologique. Puis, j'aime toujours ajouter un point sur du bonheur pour tous, comme quoi ça doit se faire avec plaisir et en collaboration. Donc, c'est généralement quelque chose qu'on essaie d'intégrer dans nos projets. Je vais repasser la parole à Réal pour le diagnostic. Merci, Nicolas. Il fallait aller à la suivante. Effectivement, merci. Donc, comment on s'y prend pour faire tout ça? Donc, évidemment, la base de tout ça, c'est d'observer, de mesurer et comprendre. Donc, tout se passe à ce niveau-là. Première chose qu'on observe, c'est que on a l'avantage d'une mécanique complexe qui est sophistiquée avec des contrôles, comme je disais, beaucoup de contrôles. Le désavantage à ça, c'est d'être un peu distrait par tout ce qu'il y a là-dedans. Là. Donc, ça fait juste plus de choses à observer, plus de choses à comprendre. Et puis, au niveau contrôle, l'instrumentation, ben, ça nous distrait sur des choses qui en temps normal, on ne prendrait pas soin, mais que là, on se dit, on a cet outil-là, on va aller voir qu'est-ce que ça donne. J'ai un exemple de ça qui était les BTU-mètres pour le champ de géothermie qui, au final, avaient des valeurs erronées, mais dès le départ, on ne savait pas. Donc, on observait ça, on se disait, bon, là, la thermopompe, ça ne marche pas là. Il va falloir changer les échangeurs vers le bâtiment pour finalement comprendre que c'était des valeurs erronées. Puis, on était sur une mauvaise piste. Donc, il faut quand même faire attention quand il y a une mécanique et contrôle abondant comme ça. Il faut faire les bonnes choses. Maintenant, qu'est-ce qu'on observe dans un bâtiment? C'est quoi qu'on doit observer? J'ai dressé une liste que je vais vous défiler là, pour que vous compreniez bien tout ce qu'il y a à vérifier dans un bâtiment. Donc, évidemment, à la base, il y a la qualité de l'air qui était toujours un repère, là, à savoir si tout ce qu'on modifie, ce qu'on fait répond bien. Là. Après ça, il faut observer le bâtiment en occupation, évidemment, mais aussi en inoccupation, en occupation partielle. Vous voyez, avec les restaurants, tout ça, et puis les salles de réunion, la nuit, les fins de semaine longues et courtes. Il y a des fins de semaine de 2 jours, des fins de semaine de 3 jours. Ça n'a pas la même réaction au retour. En hiver, en grand froid, en été, en canicule, en mi-saison, les mi-saisons toujours critiques, les transitions de climatisation à chauffage, de chauffage à climatisation. Nouvelle observation en pandémie. Donc, ça aussi. Retour d'une panne électrique, ça peut souvent générer une pointe de consommation quand la mécanique réagit mal. En heure de pointe aussi, pendant l'occupation, en ensoleillement d'été, mais aussi en ensoleillement d'hiver. On sait que l'angle du soleil l'hiver peut générer beaucoup de problèmes, beaucoup de gains solaires. Évidemment, tous les éléments externes de vent et puis l'étanchéité du bâtiment. On doit aussi s'assurer d'observer aussi la pression du bâtiment, avoir un équilibre. Surtout un bâtiment étanche comme celui-là, on doit s'assurer d'avoir un bon équilibre entre l'air entrant et l'air sortant pour la gestion mécanique des portes et puis la sécurité aussi des portes d'accès au bâtiment. Le comportement des utilisateurs, comment ils gèrent leurs consignes, comment ils gèrent leur propre contrôle individuel. Les plaintes générales versus les plaintes individuelles et les plaintes temporelles. Les combats thermiques, très importants. Le cyclage des équipements qui peut amener une usure prématurée. Les infiltrations, les gains thermiques, les pertes. Bon, j'ai fait le tour, là, mais ça vous donne une idée de tout ce qui est à observer. Puis ça, il faut le faire idéalement quasiment à chaque saison. Il faut le faire au moins sur un cycle complet d'1 année, sinon 2 ans, à vraiment voir comment réagit le bâtiment. Et puis, comment elle réagit à nos modifications qu'on va amener aussi. Là, on a dû aller avec une priorité là, qui était évidente, qui était un problème avec le champ de géothermie. Là, vous voyez sur ce que vous avez à l'écran, là, vous voyez les 2 thermopompes avec une température, avec une grosse flèche là, qui indique là, une température du réseau de géothermie des puits à 49 degrés. C'est complètement inhabituel. Ce n'est pas recommandé du tout pour opérer un puits. C'était la situation dans laquelle on était quand on est arrivé. On avait une surconsommation.
On va aller au slide suivant pour vous montrer un peu le phénomène. C'est la zone vulgarisation de la présentation. Nicolas, je pense, est bien content de ces slides-là. Donc, au départ, on a une charge thermique au bâtiment. Donc, vous voyez la maison du développement, on a dessiné une petite thermopompe avec le champ de géothermie en bas. Donc, on a une importante charge de climatisation. On l'a dit, c'est un bâtiment qui est étanche, qui est une bonne construction, mais tous les gains internes, toute la chaleur interne reste à l'intérieur, donc il faut la dissiper, il faut la sortir. C'est pourquoi que ce bâtiment-là est plus souvent qu'autrement en mode climatisation, parce qu'il faut rejeter la chaleur du bâtiment vers le champ de géothermie que l'on voit là maintenant en rouge. Donc, étonnamment, ce bâtiment-là, il va pivoter en chauffage seulement lorsqu'il fait moins 5 degrés à l'extérieur. Donc, on reste en climatisation jusqu'à moins 5 degrés. C'est à moins 5 que là, on a plus de charge à chauffer le bâtiment qu'à le climatiser. Fait que ça ne laisse pas beaucoup de temps, ça ne laisse pas beaucoup d'heures pour équilibrer le champ de géothermie qui, en temps normal, devrait avoir un mode cyclique de chauffage-climatisation pour se régénérer. Donc là, on a un rejet de chaleur constant, énorme, dans le champ de géothermie. C'est ce qu'on avait comme situation. Ça entraîne une baisse d'efficacité de la thermopompe. Ça, c'est comme mettre votre réfrigérateur dehors l'été au soleil. Là. Il va travailler pas mal plus fort que si vous le laissez à l'intérieur. Parce que là, il y a un effort supplémentaire à fournir pour faire sa climatisation et son rejet de chaleur. Et puis, ce qui est dommage, c'est que le travail mécanique de la thermopompe va s'en aller encore dans le champ de géothermie. Et puis là, c'est là le cycle vicieux qui fait qu'on a une température qui monte constamment. Donc, on va aller à la suivante. Tout ça, ça a entraîné des problèmes mécaniques. Donc, il y avait une expansion qui se faisait au niveau de la tuyauterie parce que là, on atteignait des températures inhabituelles, des pressions inhabituelles aussi. On voit à droite que le réservoir d'expansion était trop petit pour opérer dans ce mode-là, qui n'est pas un mode normal de toute façon. Donc, ce n'est pas tant une erreur de design que la situation dans laquelle on s'est retrouvé. Et puis là, on a dû appliquer les premières mesures. Donc, la prochaine slide de Nicolas. La première mesure importante, qui était une recommandation aux clients, c'est de modifier toutes ces connexions entre le champ de géothermie et le collecteur principal pour avoir un meilleur joint d'isolation et d'expansion pour éviter le cisaillement qui se faisait là, entre le tuyau et l'entrée au bâtiment, parce qu'il y avait eu déjà des dégâts, il y a déjà eu des cisaillements qui avaient été faits. Et puis, on a, vous voyez, le nouvel tank d'expansion, le nouveau réservoir d'expansion à droite, là, beaucoup plus gros que le premier, pour s'adapter aux très hautes températures du champ. Mais ça, c'était pour corriger la situation actuelle. Là, après ça, on avait le défi de mettre en place des mesures pour améliorer, pour revenir à des conditions normales du champ de géothermie. Donc, la suite, c'est des travaux qui vont nous amener dans le futur, parce que c'est un travail de longue haleine de ramener un champ de géothermie comme celui-là. Mais je vous dresse un portrait rapide de ce qu'on a dû faire à travers tout ça. Bon, là, vous avez entendu Nicolas vous parler de notre modèle d'affaires basé sur des garanties. Là, il y en a sûrement de vous autres qui vont se dire ouais, c'est bien beau comme modèle d'affaires, mais économie garantie, là, ça doit se faire au détriment du confort, ça doit se faire au détriment de la qualité d'air. Eh bien non, on peut pas se permettre de faire tout ça sans s'occuper du confort des occupants, sans s'occuper aussi du confort des équipements. On a des équipements qui ont 10 ans. Si on veut qu'il y ait une bonne durabilité, il faut en prendre soin aussi. La qualité de l'air est évidemment importante et est intimement liée au confort aussi des occupants. Et puis, je vous dirais qu'on a même dû faire des reculs sur des économies qui étaient déjà en place d'il y a 10 ans, avec entre autres des détecteurs de mouvement qui retardaient la mise aux consignes de certaines pièces. Puis ça créait plus d'inconfort que d'économie. On a dû faire des reculs là-dessus puis revoir la façon de faire ça.
S'il y a quelque chose qui doit être maintenu en instrumentation dans un bâtiment, c'est bien les sondes de CO2. Ça nous a servi beaucoup comme repère pour voir où on se situait dans le temps. Normand, à l'époque, était bien fier de maintenir des taux jamais plus hauts que 800-900 ppm. Eh bien, on a réussi à s'en tenir à ces valeurs-là, malgré tous les changements qu'on a pu apporter. Et puis, on a amené beaucoup de confort aussi à tous les niveaux. Là. On a corrigé beaucoup de choses. Puis ça, c'est important pour avoir l'adhésion des gens pour continuer. On ne peut pas avancer dans nos changements si on n'amène pas une certaine confiance au niveau des gens. Donc, dans les mesures qu'on a faites, révision du zonage, donc beaucoup de problèmes avec les bureaux de coin, entre autres, là, les bureaux fermés qui étaient un peu déficient en ventilation. Là. Donc, on a travaillé beaucoup. On leur a donné plus de poids au niveau des décisions, du contrôle. Gestion horaire, un bon petit truc pour les horaires. On a rajouté des zones, là, comme l'Atrium, c'était une zone qu'on a rajoutée dans les horaires. Mais pour avoir une bonne gestion horaire, parce que c'est toujours payant de faire des horaires, mais si on veut que ça soit payant, il ne faut pas que ça soit toujours modifié. Donc, on s'est arrangé pour que l'horaire de base ne soit jamais altéré. Et puis, donc, on a créé des horaires de dérogation et des boutons de dérogation pour un petit 2 heures en fin de journée. Ça évite d'aller toujours jouer dans l'horaire d'origine. La plupart des systèmes de contrôle, ils permettent ça à cette heure. Les anciens systèmes, il faut travailler un peu différemment là, pour faire ça, mais je vous conseille vraiment de jouer avec des horaires de dérogation qui ne viennent pas altérer les horaires d'origine. Ensuite de ça, on a corrigé beaucoup de combats thermiques. Il y avait de la ventilation de périmètre qui travaillait indépendamment des zones internes. Ça créait des combats. Et puis, il y avait des combats aussi au niveau du plénum de la ventilation de plancher ou pour maintenir une pression statique, il y avait des combats de gaine chaude, gaine froide. Évidemment, tous ces combats-là, avec le temps, là, ça s'est tout résolvé avec des surplus de chaleur qui sont retrouvés dans le champ de géothermie. Là. Tout ce qu'on observe là, ça a créé pendant des années la problématique du champ de géothermie. On a fait aussi des modifications de balancement pour corriger certains problèmes d'inconfort. On a dû travailler aussi avec la pression du bâtiment. Je l'ai expliqué un peu plus tôt, là, c'est important de la gestion des portes pour les accès aussi. Fait que ça, à chaque fois qu'on modifiait soit l'évacuation ou les entrées d'air, il fallait toujours tenir compte de ça. On a travaillé avec l'anticipation météo. On aime beaucoup travailler avec les stations météo. Ça nous permet d'aller chercher des données qui sont précises de température, de conditions externes, mais aussi on s'en sert beaucoup l'été dans les canicules pour faire de l'anticipation. C'est-à-dire que on se dit toujours ce qui est plus économique, c'est quand tout est à l'arrêt, mais des fois, il faut prendre action, il faut anticiper un peu, ce qui fait que des fois, l'été, en prévision d'une canicule, on va laisser les équipements de la ventilation en marche. On va s'assurer de maintenir notre déshumidification pour être prêt pour la canicule, puis éviter de créer une pointe électrique. On a travaillé aussi beaucoup la température des réseaux dynamiques. On s'est rendu compte, bien évidemment, avec la qualité du bâtiment, il y a une grande inertie au bâtiment. Ça, on est pas mal fiers parce que, dans le fond, on est passé d'un réseau d'eau dont les thermopompes cyclaient, c'était la danse des stages. C'est une thermopompe 4 stages de 25 tonnes à peu près. Là. Donc, ce qu'on observait au début, là, ça allait 1, 2, 3, 4 stages. 3, 2, 1, ça se promenait comme ça. Là, une fois qu'on a stabilisé tout ça, qu'on a optimisé, moi, je suis capable de passer tout l'hiver avec un seul stage et l'été, je peux faire le travail avec 2 stages seulement. Ça vient aider beaucoup à la durabilité, la pérennité des équipements. Et puis, on a fait une stratégie de délestage. Il y avait déjà un système de délestage en place qui servait plus à sécuriser l'entrée électrique qui était limitée à un maximum. Nous, on l'a optimisé pour la ramener à des valeurs à chaque mois où on vient optimiser la pointe électrique. Et puis, je vous dirais que toutes ces mesures-là importantes
ils prennent de la valeur avec toutes les autres petites mesures parallèles qui viennent leur donner qui viennent les bonifier, là. Parce que c'est facile de faire du délestage, de dire, OK, je mets une consigne à 150 kW, puis on coupe les affaires. Mais si on n'a pas stabilisé tout autour, on ne peut pas faire un délestage intelligent ou même une gestion horaire intelligente. On a travaillé sur l'éclairage, on a mis du DEL partout. On a une chaudière au gaz qui est là-bas qu'on a laissée en dernier recours, mais on sait que dans l'historique du bâtiment, elle a déjà marché 2 ans à fond de train. Un autre événement qui a poussé de la chaleur dans la champ de géothermie, parce qu'il y avait un combat à ce moment-là. On a, super important aussi, puis ça s'applique à beaucoup de bâtiments, on avait une salle des serveurs qui, la nuit et la fin de semaine, demandait quand même de la climatisation. Donc, on arrêtait tout, mais on devait repartir occasionnellement à chaque nuit, chaque fin de semaine pour une salle de serveur qui consomme à peu près 2 tonnes de refroidissement. On devait démarrer 20 HP de pompe puis un compresseur de 25 tonnes de façon cyclique pour servir cette salle-là de serveur. Donc, prochaine slide, Nicolas. Donc, ce qu'on a fait, on a installé un bibloc dans la salle des serveurs pour se permettre au moins de relaxer les équipements la nuit et la fin de semaine. Et puis ça l'a aidé beaucoup. Puis en plus, on a toujours l'ancien système qui nous permet d'avoir une redondance parce qu'ils ont déjà eu des bris aussi dans cette salle informatique-là suite à des surcharges de chaleur. On a une belle surprise aussi avec une hotte abandonnée qui datait du premier restaurant qui était là. Donc, on a récupéré cette hotte-là parce qu'on avait aussi une autre charge interne qui nous obligeait l'été à redémarrer la ventilation, qui était le restaurant actuel, là, qui avait une salle de préparation avec des frigos, qui avait beaucoup de rejets de chaleur. Donc, on a opté à ce moment-là pour recycler ou réutiliser un équipement qui était déjà là, où par ventilation naturelle, on réussissait à refroidir ce local-là. On l'a couplé avec une fenêtre amovible pour faire l'équilibre entre l'air entrant et l'air sortant. Donc, prochaine. On a amené aussi d'autres éléments qui n'ont pas tant un impact sur les économies qu'un impact qui va avoir lieu plus tard sur l'amélioration du champ de géothermie. Donc, il y a des économies à venir. On a comme pas fini, dans le fond. Là, on a rajouté un serpentin d'évacuation de chaleur dans l'évacuation. C'est-à-dire qu'au lieu de tout envoyer au champ de géothermie, on va pouvoir, à l'occasion, pousser la chaleur vers l'extérieur par l'évacuation quand on n'est pas en mode récupération avec le régent Teco qu'on voit à côté. Donc, ça va relaxer, ça va nous aider à ramener le champ de géothermie à des conditions normales. On a élargi la prise d'air extérieure aussi pour faire plus de refroidissement gratuit. Encore là, pour relaxer la thermopompe puis faire moins de dégagement de chaleur au champ de géothermie. On a aussi séparé, on devait, à cause du restaurant du niveau 1, on devait faire fonctionner un évacuateur de toilette qui faisait tout le bâtiment, 5 étages. Donc, on a séparé, on a mis un nouvel évacuateur pour le rez-de-chaussée à cause des horaires supplémentaires d'opération. Et puis, on a rajouté des éléments aussi à délester pour améliorer notre contrôle de délestage. Donc, suivant. Et puis, pour terminer ma partie, chez Écosystème, on est plus habitué à travailler des vieux bâtiments, de la vieille mécanique. On est plus dans le mode où il faut changer cet équipement-là parce que de toute façon, il n'est plus fonctionnel là, à cause de l'âge. Mais là, on devait travailler avec un bâtiment de 10 ans, puis avec aussi la mission de la Maison du développement durable, on devait se concentrer sur le respect de l'environnement puis faire le maximum avec ce qu'on a. Donc, on a travaillé beaucoup sur la récupération d'énergie. On a fait beaucoup de recyclage au niveau de l'opération des équipements mécaniques. On a réutilisé la hotte pour répondre à un besoin. On a fait une réingénierie, une réhabilitation du champ de géothermie qu'on va réussir à corriger avec le temps. On a choisi le refus d'utiliser des énergies fossiles parce qu'on aurait très bien pu, dans notre séquence de contrôle, utiliser la chaudière au gaz pour contrôler notre pointe électrique d'hiver, mais on a plutôt décidé de la laisser juste en mode d'urgence. Et puis, on a évidemment, au final, une réduction de la consommation du bâtiment qui n'est pas négligeable.
Donc, ça termine ma partie. Je laisse la parole à Nicolas. Oui, donc merci. Je vais présenter les résultats. En fait, après environ une année d'implantation, on a tout de suite pu observer une réduction de la température des champs de géothermie. Ça demeure relativement élevé par rapport à ce qui est généralement observé. Mais déjà, on était en mesure d'avoir quand même de voir que la situation s'en va dans la bonne direction. Donc, on est capable d'évacuer davantage de chaleur. On en rejette moins dans la géothermie. Puis tout ça, d'un point de vue opérationnel, c'est très rassurant parce que, à cause de la fameuse spirale un peu là, qui était en train de se produire, c'était à risque d'être, dans le fond, le bâtiment était à risque de ne plus avoir de capacité de refroidissement, là, ou du moins en période de canicule ou de pointe. Donc, ça devenait assez critique là, comme situation à corriger. Puis, on peut vous confirmer que c'est sur la bonne voie. Donc, le coût de l'électricité pour le bâtiment, parce que dans le fond, la partie gaz naturel, là, les quelques mètres cubes qui sont consommés annuellement maintenant, c'est pour faire des tests sur la chaudière et c'est tout. Donc, c'est absolument négligeable. Mais vous pouvez constater qu'en bleu, en haut, bon, c'est l'année de référence et chaque mois, et on a le coût mensuel d'électricité. La ligne en orange, c'est la première année de l'implantation, en fait, la première année de suivi. Et en vert, c'est la deuxième année de suivi. Donc, en vert, évidemment, ça comprend une bonne partie là, de la période du confinement et tout. Donc, c'est sûr qu'il y a une partie des économies qui est due à ça. Mais malgré cela, il y a quand même une réduction qui continue et qui s'en va toujours là, dans la bonne direction. Donc, on a vraiment une situation qui est implantée, des modifications qui ont été faites et ça a été conçu pour perdurer et on constate que ça va. Le bâtiment réagit bien aussi aux fluctuations de demande dues à une occupation qui serait régulière et tout. Donc, c'est toutes des bonnes nouvelles pour la MDD. Côté intensité énergétique, on avait, j'en ai parlé au début, on avait une référence là, à 0,78 gigajoules au mètre carré. En 2019, ça a été abaissé à 0,52, donc une réduction de 33 %. Et en 2020, et là, comme je dis, il y a un facteur COVID là-dedans, mais on a une réduction là, de presque 50 % de la consommation. Et si le bâtiment n'avait pas été optimisé de la façon dont il l'a été, ce qui se serait probablement produit, c'est qu'il y aurait eu beaucoup moins d'économies en période d'inoccupation irrégulière parce que le bâtiment n'aurait pas nécessairement bien réagi ou ne se serait pas adapté aux besoins, à la demande changeante. Du côté de la facture d'électricité, tout est exprimé en dollars d'année de référence, là, donc ça ne tient pas compte de l'augmentation tarifaire. Donc, on avait un 119 200 $. On a passé à un peu moins de 80 000 $ à la première année. Et là, pour l'année 2020, on est à environ 65 000 $. Donc, encore là, c'est une réduction qui est quand même très appréciable. Règle générale, la réduction est à peu près équivalente tant sur l'appel de puissance, sur la consommation en kilowattheure et sur les dollars. Donc, c'est assez équilibré, c'est assez bien réparti. Un autre élément qu'on a aussi analysé, on avait passé d'un Energy Star à l'époque, au départ de 61, à une cote de 92 dans la première année de suivi. Et là, selon ce que ça vaut pour 2020, ça serait une cote de 97. Donc, on serait vraiment ça veut dire que ça serait le 97e percentile des bâtiments les plus performants. Là, donc, ça devient une cote qui est assez enviable pour le bâtiment. Bénéfice du projet, je vais conclure assez rapidement avec ça. Donc, évidemment, ça permet un rayonnement. La MDD, c'est la mission, c'est de sensibiliser les gens aux bonnes pratiques environnementales. Le bâtiment se voulait une vitrine, donc en rétablissant la consommation, en montrant l'exemple, ça permet justement de rayonner et d'être en phase avec la mission. On a également de meilleures opérations, tant d'un point de vue coût, confort et fiabilité des équipements. Comme je disais, on était quand même à haut risque de bris mécaniques qui aurait eu des conséquences assez sévères là, sur l'opérabilité du bâtiment.
Et également, on en a profité pour faire du transfert de connaissances, qui est une étape très, très, très importante dans tout projet, parce que les connaissances, on peut les avoir, mais il faut que les gens, quand on quitte le bâtiment, il faut que les gens qui opèrent le bâtiment les aient autant que possible pour savoir comment bien opérer leur bâtiment par la suite, une fois qu'on est plus en retrait. Donc, conclusion, en fait, ce qu'on veut mettre de l'avant, c'est qu'il y a une approche intégrée globale. C'est à privilégier parce que vraiment, ça tient compte de toutes les interactions entre les bâtiments, entre les équipements plutôt qui forment et tous les différents systèmes qui sont essentiels pour un bâtiment, et non plutôt que de se concentrer individuellement sur certains items et tenter de les optimiser tout seul. Il faut vraiment avoir la vue d'ensemble. On avait une entente contractuelle qui était basée sur les résultats. Donc, ça force un engagement, une collaboration qui sont accrues parce que, justement, on s'engage sur un objectif et après ça, c'est à nous à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les atteindre. Et je dirais un peu la morale de l'histoire, c'est que des bâtiments avec des systèmes à haute performance, une certification LEED et tout, même ces bâtiments-là ont besoin d'être évalués sur une base régulière pour s'assurer qu'ils performent toujours et que la consommation est bonne, que les systèmes fonctionnent tels qu'ils doivent et surtout qu'ils sont toujours adaptés aux besoins changeants des bâtiments. Donc, des bâtiments, ça évolue dans le temps, donc il faut s'assurer que les systèmes suivent justement la vocation des bâtiments. C'est ce qui va conclure la présentation. Merci de votre attention. Alors, Nicolas Lacroix, Réal Cournoyer, merci beaucoup pour cette excellente présentation. On peut constater que vous avez intégré la mission de la Maison de développement durable, de travailler en étroite collaboration avec toute l'équipe. Puis, truc que je voudrais souligner, effectivement, toutes les améliorations se sont toujours faites en tenant compte du confort des travailleurs, des travailleuses, des gens qui fréquentent la Maison de développement durable. C'est toujours au centre des préoccupations. Puis effectivement, Réal, tu as raison, les dessins que Nicolas a faits sont très parlants. C'est super. Alors, maintenant, je vais passer la parole à Amer Medaouri, qui est au programme, qui va nous parler du programme de recommissioning, entre autres, là, et un peu du projet de la Maison de développement durable. On a reçu une petite subvention de TEC et TEC a permis de faire un peu l'audit de ce projet qui a été mis en place par Écosystème. Alors, Amer, c'est à toi. Merci José, merci. Donc, merci pour l'invitation, merci de nous avoir donné l'occasion de présenter le programme dans votre événement. Donc, sans trop tarder, je vais passer à la présentation. Affichage. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Petit problème technique. Désolé. Est-ce que vous voyez ma présentation? Allô? Oui. OK. Donc, sans trop tarder, donc on va passer à la présentation de nos programmes d'aide financière en efficacité et innovation énergétique. Comme vous le savez, au ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles, secteur de la transition énergétique, on est là pour soutenir, stimuler et promouvoir la transition, l'innovation et l'efficacité énergétique au Québec, réaliser et mettre en œuvre des plans directeurs, coordonner les programmes et les mesures nécessaires à l'atteinte des cibles du gouvernement. Donc, le plan directeur en transition, innovation et efficacité énergétique, c'est pour présenter les moyens qui permettront d'atteindre les cibles du gouvernement. Il est élaboré tous les 5 ans avec nos partenaires. Le premier plan
couvre la période de 2018 à 2023, mais il a été prolongé jusqu'à 2026 récemment. Le programme d'accompagnement et d'aide financière, donc, il touche le résidentiel, l'innovation, affaires et transport. Mais aujourd'hui, nous autres, on va parler uniquement du programme affaires. Donc, les secteurs visés par le programme affaires sont le commercial, institutionnel, municipal, agricole et agroalimentaire, industriel ou manufacturier, incluant les secteurs primaires et secondaires, ayant tous évidemment un site au Québec. La clientèle visée, c'est les consommateurs du combustible fossile. Donc, on a les petits et moyens consommateurs qui sont inférieurs à 36 000 gigajoules de combustible fossile. Le grand consommateur, c'est plus ou égal à 36 000 gigajoules de combustible fossile. Il y a aussi les procédés générant des émissions fugitives. Donc, l'objectif commun de nos programmes, c'est réduire les émissions de gaz à effet de serre, diminuer la consommation de combustibles fossiles, réduire les émissions fugitives des procédés. Pour les objectifs spécifiques, donc en éco-performance, c'est augmenter l'efficacité énergétique des procédés et des bâtiments. En bioénergie, c'est soutenir la filière naissante de la valorisation de la bioénergie, développer les réseaux de distribution de la bioénergie à Québec. Donc, les volets qui sont… le programme d'éco-performance est constitué de plusieurs volets. Donc, entre autres, il y a le volet analyse, puis on a les analyses standards et complexes. Les aides pour les analyses standards sont de 50% du coût admissible, plafonné à 25 000 $ pour les petits et moyens consommateurs. Et l'aide peut atteindre jusqu'à 50 000 $ pour les grands consommateurs. Pour les analyses techniques plus complexes, l'aide est de 75% du coût admissible, plafonné à 100 000 pour les petits et moyens consommateurs et jusqu'à 300 000 pour les grands consommateurs. La bioénergie, donc, c'est les études de conversion qu'on finance, on donne jusqu'à 50% du coût admissible, 25 000 au maximum pour le petit et moyen consommateur et jusqu'à 50 000 pour les grands consommateurs. La remise au point des systèmes mécaniques des bâtiments, ce qu'on appelle le recommissioning ou le RCX. Donc, le RCX, il est là pour optimiser le fonctionnement des systèmes de chauffage, de ventilation, de conditionnement de l'air et d'éclairage des bâtiments d'un site existant afin de réduire leur consommation d'énergie. Il faudra noter que le RCX, c'est le seul volet qui touche toutes les formes d'énergie sans exception. Donc, en RCX, on ne vise pas uniquement la réduction des gaz à effet de serre, donc même les bâtiments 100% électriques dont la Maison de développement durable fait partie, donc ils peuvent avoir la subvention. Après ça, donc, le RCX, il est porté sur la réalisation d'un ensemble d'analyses, de vérifications et d'interventions selon une approche structurée, comme la présentation a été faite par nos confrères d'écosystème. Donc, le RCX est constitué de 5 phases, donc phase planification, investigation, mise en œuvre, transfert et suivi en continu. Mais il faut juste clarifier que l'aide financière, il est admissible juste pour les 3 phases, investigation, transfert et suivi en continu. Donc, l'aide est de 75% du coût admissible pour un maximum de 100 000 $. Un autre volet, donc le management de l'énergie. Donc, c'est pour améliorer l'efficacité énergétique de l'organisation afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et puis, pour le management, il faudra respecter les principes de la norme ISO 50001. Pour les aides au management de l'énergie, donc c'est 75% du coût admissible et le plafond il est de 300 000 $ par site. Après ça, il y a le volet implantation, les types de projets. Donc, on a les mesures d'efficacité énergétique, la conversion d'énergie, amélioration des procédés. En bioénergie, c'est la conversion à la biomasse forestière résiduelle. Les aides financières pour l'implantation peuvent y aller jusqu'à 5 millions par demande et par site. L'aide est calculée selon le plus petit montant entre 75% du coût admissible
aide selon les gaz à effet de serre réduits ou économisés, aide selon la PRI, ou la période de retour sur investissement. On a aussi un nouveau volet qui est implantation simplifiée, qu'on appelle le prescriptif. Donc, l'objectif, c'est un processus simple et délai de traitement réduit. C'est des mesures de réduction de GES prédéfinies, donc c'est prédéfini à l'avance. Les implantations simplifiées, type de projet, donc on parle de producteurs acéricoles, les supermarchés et dépanneurs, les petits commerces, institutions et industries, incluant le secteur agricole, donc c'est des projets de conversion de chauffage au mazout ou propane à l'énergie renouvelable. Les producteurs séricoles aussi, donc c'est pour les projets d'électrification partielle au total du système de génération de chaleur. L'implantation simplifiée est plafonnée à 100 000 par mesure et jusqu'à 250 000 $ par site annuellement. L'implantation des grands projets industriels, donc c'est des sites industriels assujettis au SPED, investissement minimal de 15 millions sauf exception, et l'aide peut aller jusqu'à 40 millions de $. On termine par la maison de développement durable, le projet de remise en service. Donc, un petit résumé. Donc, le MDD, c'est un bâtiment à usage mixte construit en 2011 avec une aire brute de 68 500 pieds carrés. Il avait une consommation de 1 367 000 kWh par année. Consommation après un an de suivi, donc 907 ou 908 000 kWh annuels. Donc, on constate une économie de 33 à 35%. Donc, c'est un projet très rentable qui dépasse largement nos attentes et celles du programme de RCX qui cible entre 5 à 15% d'économie. Donc, je tiens à mon nom à remercier puis à féliciter toute l'équipe qui a travaillé sur ce projet. Donc, MDD, la Maison de développement durable, c'est un projet, c'est un exemple de projet à promouvoir et à encourager puis à mettre de l'avant. Donc, c'est ça. Merci, merci José, je vous rends la parole. Merci, Amer, pour vos bons mots et pour avoir suivi notre projet de loin depuis toute cette presque 2 ans maintenant. Alors maintenant, on a la chance d'avoir M. Étienne Saint-Cyr du programme Solutions efficaces d'Hydro-Québec et notre partenaire principal de la programmation. Je tiens à le mentionner. On est sur le terrain d'Hydro-Québec aussi. On a un bail amphithéotique de 50 ans, donc on est partenaire vraiment d'affaires sur toutes sortes de projets avec Hydro-Québec. Alors, Étienne, c'est à vous. Merci José et merci à tous les présentateurs. Je vais démarrer la présentation dans quelques instants. Le temps de me retrouver à la bonne place. Ça ne sera pas très long. Et voilà. Donc, ça ne sera pas très long non plus. J'ai un peu de difficulté à trouver mon paramètre d'affichage. Et voilà. Donc, c'est parti. Je vais donc reprendre au début. Désolé, je suis rendu déjà à la fin. Les petits points techniques. Donc, je suis très fier de représenter Hydro-Québec pour justement revenir sur les outils qui sont disponibles à la clientèle à faire pour justement profiter des programmes et des activités ou même des solutions et de tout ce qu'Hydro-Québec peut vous donner comme support. Donc, je vous rappelle qu'Hydro-Québec, évidemment, c'est des statistiques qui sont toujours intéressantes à reproduire, mais c'est 99,8% d'énergie renouvelable. Et on souhaite l'utilisation la plus efficace possible de cette énergie-là. Et c'est pour ça qu'on va vous donner les outils pour le faire. La première approche que je voudrais parler, c'est notre programme d'efficacité énergétique dont l'outil principal s'appelle OSE ou pour outils de solutions efficaces. Donc, on y reviendra en détail. Mais je veux également aussi vous parler du portrait de consommation, qui est un outil qui est, selon moi, pas assez connu et qui donne à plusieurs l'opportunité de bien analyser sa consommation, peut-être même comme un point de départ à faire justement
une activité de recommissioning. Donc, les outils d'analyse ou du moins de visualisation des informations de consommation sont disponibles et donc sont à la portée de tous les clients, que ce soit des clients résidentiels ou affaires. Donc, pour l'efficacité énergétique, je vous présente un peu l'aspect le plus important ou le plus intéressant de notre programme. Donc, c'est l'offre simplifiée, ou du moins le volet l'offre simplifiée. Amer parlait justement tout à l'heure de plusieurs volets. Nous aussi, on en a quelques-uns, mais celui-ci est le plus populaire. Et je rappelle rapidement l'admissibilité, et ce que je souhaite vraiment que les gens retiennent aujourd'hui, c'est qu'à peu près tous les projets d'efficacité énergétique sont admissibles à notre programme quand on touche l'électricité. Alors que ce soit un bâtiment commercial ou multilogement, peu importe la source d'énergie, tant qu'il y a un petit peu d'électricité, on va retenir les mesures pour voir si c'est admissible ou non. Les bâtiments neufs, comme les bâtiments existants, sont admissibles également. Je vous rappelle que la Maison du développement durable, lors de sa construction, a fait l'objet d'un appui financier dans le cadre de nos programmes. La superficie n'a pas d'importance pour le plus petit bâtiment au plus grand. Par contre, l'appui financier doit être minimal de 2 500 $ et pour les très petits bâtiments, ça peut être un peu plus difficile. Donc, c'est pour ça qu'on a introduit dans les dernières années la possibilité de regrouper plusieurs bâtiments. Donc, je tiens à souligner ici que ça peut être à travers, par exemple, une chambre de commerce, un regroupement de n'importe quelle nature qui peut se faire justement le regroupement de certains projets. Et les mesures n'ont pas besoin d'être les mêmes. Un bâtiment pourrait choisir de faire des mesures en ventilation ou en isolation pendant que l'autre décide de faire des mesures en éclairage. Si tout le monde se regroupe dans un seul et unique projet demandé, on va pouvoir atteindre le plancher de 2 500 $. Et comme je viens de le dire, l'agrégation de projets est possible. Plus de 200 mesures sont disponibles dans l'outil de l'offre simplifiée. C'est de l'éclairage ADEL. Les gens d'écosystème en ont mentionné que c'est une des mesures qui a été choisie lors des travaux tout récents à la maison. Évidemment, le contrôle et tous les équipements de ventilation et de chauffage, incluant les thermopompes, bien évidemment, mais aussi, comme je l'indique un peu plus bas, la récupération de chaleur. Et les travaux d'enveloppe thermique sont évidemment fortement suggérés. Mais j'ajoute ici, et je mets juste une petite parenthèse sur le fait que l'offre sur mesure, qui va au-delà de l'offre simplifiée, est toujours disponible pour les projets de plus grande envergure. Donc, des projets où les mesures ne cadreraient pas dans ces 200 et quelques mesures de l'offre simplifiée. Il ne faut pas s'arrêter là. Ça prend un petit peu plus de travail, il faut se remonter les manches un peu plus, mais au moins, les projets sont également admissibles s'ils sont plus complexes. Donc, une petite vue de l'outil qui se veut vraiment un outil un peu à la web où on pèse un bouton après l'autre et on entre les données à la toute fin pour faire notre demande ou notre évaluation de l'appui. Donc, vraiment une saisie facile des mesures dans l'outil OSE ou OSE qui est disponible sur notre site web. Maintenant, je voudrais quand même prendre quelques secondes pour rappeler à tous les clients que le portrait de la consommation est toujours disponible et fortement recommandé sur votre espace client. L'espace client, c'est l'accès bien simplifié ici où on a besoin de faire évidemment la demande d'un code d'accès, d'un mot de passe. Si vous voulez avoir accès au code à votre espace client, n'oubliez pas d'avoir en main une copie d'une facture qui nous présente au moins les informations de base. Et l'accès est quand même assez facile une fois que la demande, ça se fait en quelques jours, même en quelques heures, et l'accès est disponible. Ce que ça vous donne, c'est essentiellement un survol de votre facturation, évidemment, mais ce n'est pas sur la facturation que je veux insister, c'est plutôt sur les profils. Ici, on voit un profil mensuel où on voit le total d'énergie et d'autres informations techniques, mais on a aussi des profils plus détaillés. Ici, on a l'exemple aussi encore mensuel, mais on a les informations sur la puissance réelle, la puissance apparente, toutes des mesures qui sont associées à votre facturation. Mais on a le détail également qui peut aller jusqu'aux 15 minutes. Donc, on peut voir une seule journée et on peut peut-être détecter des anomalies à même la lecture des données énergétiques du bâtiment. Et finalement, en fait, ce que je veux insister, c'est qu'on peut aussi télécharger les données
Donc, si vous avez les outils requis pour justement analyser vos données, c'est accessible via le bas de l'espace client. Et le téléchargement peut se faire pour des périodes en général mensuelles ou bimensuelles, dépendant du type de facturation. Mais l'avantage, c'est qu'on a l'énergie. Ici, c'est un exemple d'un compte de nature résidentielle, mais on peut imaginer que l'énergie jusqu'aux 15 minutes de pas ou de fréquence est accessible par le téléchargement et permet de faire des analyses plus poussées. Et c'est un souhait d'Hydro-Québec aussi de fournir à sa clientèle des outils d'analyse plus avancés dans le futur, mais on travaille fort pour toujours améliorer l'espace client et d'arriver à fournir ce service-là dans les prochaines années. Donc, ça fait le tour un peu de ma présentation, je résume le tout en disant, vous avez un projet d'efficacité énergétique, ce n'est pas parce que vous êtes petit ou grand que ce n'est pas accessible. Essentiellement, tous les projets visant les besoins électriques sont admissibles. Et si vous avez besoin d'informations sur l'utilisation des outils, la navigation sur le site Web, il y a une ligne et un courriel dédié au service à la clientèle là, qui est là pour répondre à toutes vos questions au niveau de nos programmes d'efficacité énergétique et potentiellement aussi sur votre navigation dans l'espace client. Voilà, donc ça fait le tour et je suis tout à fait disponible. Je te repasse la parole, Josée, pour la suite. Merci, Étienne. Courte présentation, très utile. On se rappelle qu'on peut aller en ligne pour suivre notre consommation. Merci de rendre ces données disponibles. Ça va être utile pour les gestionnaires d'immeubles. Donc, un petit tour d'horizon sur les leçons apprises par la Maison de développement durable. On le savait déjà, mais on va continuer. C'est important pour nous de faire de l'amélioration continue. On le fait dans toutes sortes de domaines, en gestion des opérations, mais aussi en gestion des indicateurs de résultats, de performance environnementale. On va poursuivre ce type de recommissioning, évidemment, plus partiel, là, mais à chaque quelques années. Dans notre mission, on va être porteur d'émulation, hein, de bonnes nouvelles, alors, et même de mauvaises. Quand on fait des projets avec des groupes de recherche, des universités, et puis on se casse les dents, mais on en parle aussi. Alors, autant les bonnes que les mauvaises nouvelles là, pour permettre à d'autres gestionnaires immobiliers d'apprendre de nos bons coups ou de nos erreurs. Puis ce genre de performance-là qu'on a eu, on va en parler un peu partout, puis on va publier nos données. Donc, je vais brièvement parler des résultats des coûts, là, ROI, là, le retour sur l'investissement. C'est toujours intéressant pour les promoteurs immobiliers, mais on va le faire dans toutes sortes de revues, là, parce que c'est comme la première fois dont on en parle et les gens en sont curieux. Combien ça nous a coûté, combien qu'on a économisé, combien qu'on va économiser sur les prochaines années. Il faut dire, par exemple, que c'est un partenariat qu'on a eu avec Écosystème. Ce n'est pas les vrais coûts. Donc, c'est un peu comme une subvention qu'on a eue. Ils nous ont fait un prix tarif au BNL aussi parce qu'on est la Maison de développement durable et ça leur permettait de venir jouer dans nos systèmes encore neuf. Là. Donc, on a un coût total du projet de 120 000, puis on a une petite subvention de tech d'environ 20 000. Donc, c'est pour un coût total de 100 000. Et aujourd'hui même, là, on a déjà économisé environ 25 000. Mais ce montant, il est artificiellement gonflé là, par l'année 2020, l'année pandémique, là, parce qu'on a moins consommé. Il y a eu un participant qui a posé une question sur l'impact de la pandémie. Fait que je passerai le bâton de parole ensuite au conférencier, là, on pourra en parler. Donc, pour des chiffres plus détaillés, là, l'année de référence 2017, je crois que c'est Nicolas qui en avait parlé, là, dont on va dire environ 120 000 là, de coûts énergétiques par année pour avoir un chiffron. L'année 2018 a été une année partielle avec des mesures partielles et déjà on avait eu une économie d'environ 24 000 là, sur le 120 000. 2019, les mesures étaient toutes implantées. C'était avant la pandémie, alors on a une année de référence intéressante. Sur l'année de référence 120 000, on a eu une facture totale de 80 environ pour l'année. Donc, on a eu une économie grosso modo de 40 000. Donc, c'est cette économie-là qui va se répercuter chaque année désormais. Parce que l'année 2020, bien, on a eu
fausse économie. Là, on a eu 20 000 d'économies de plus. C'est très bien sur nos chiffres, là, surtout que l'année a été un petit peu difficile. Notre centre de profit a été fermé. Bon, je vous passe les détails. Mais donc, on a eu une économie là, de 60 000 à peu près à la moitié. Donc, ça, c'est pour les chiffres. Puis, je vous dis, je peux apporter une petite précision. C'est ça, Vas-y, je veux dire là-dessus. Nicolas, ouais. Dans le fond, sur les 2 années de suivi, puis Oui. l'année d'implantation, là, on peut parler d'une économie totale qui se avoisinerait là, le 100 000 à peu près. Là. Donc, on peut dire que le retour sur investissement est fait. Mais ces économies-là sont en voie d'être maintenues. Là, C'est ça. des économies qui sont pérennes. C'est ça. Ce qui est peut-être à noter, là, dans le fond, ce qu'on voit, en fait, ce qu'on présume à l'interne, c'est qu'on était quand même sur la très bonne voie de maintenir les économies au minimum sur l'année 2020, donc maintenir les mêmes économies au minimum de ce qui avait été fait en 2019. On continue à optimiser. En hiver, il n'y a pas énormément d'optimisation qui peut être faite davantage. C'est plus au niveau de l'été avec la géothermie qui baisse en température. Donc, on aurait peut-être pu voir une portion d'économie supplémentaire. On a un écart d'à peu près 15 000 là, d'économie. Donc, qui, disons, si on l'attribue 100% à la COVID, ça serait à peu près ça l'impact. Donc, 15 000 sur le 120 000 initial. Par contre, c'est quand même difficile à départager. Il faudrait que je pensais me lancer un peu dans l'exercice éventuellement, là, parce que j'ai un petit peu de temps libre, mais je peux facilement imaginer que sur le 15 000, il y a peut-être un 2 à 5 000 qui est attribuable à des économies qui découlent du projet et non de la faible occupation. Il faut quand même pas oublier, là, puis peut-être Réal pourrait commenter un peu plus là-dessus, mais le bâtiment a quand même fonctionné comme un bâtiment occupé d'un point de vue mécanique pour une grande partie de l'année. Là. Donc, il n'était pas fermé, les lumières éteintes partout. Puis, Non, mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on a fermé au public le 12 mars 2020, mais on n'a pas fermé parce qu'entre autres, la garderie de 80 places est toujours restée ouverte. Au début du confinement, c'était des places réservées pour les familles qui étaient dans le milieu de la santé, bon, etc. On a participé à l'effort COVID. Puis, il y a beaucoup d'organisations qui sont en service essentiel. Donc, ce n'était pas la totalité des équipes qui étaient sur place, mais il y a eu toujours du mouvement à l'intérieur. L'occupation était évidemment restreinte. Il n'y avait pas des grandes fêtes et puis des gens dans l'atrium, mais le bâtiment continue à fonctionner effectivement. On a gardé la mécanique fonctionnelle pendant toute cette période-là, effectivement. Oui. Donc, qu'est-ce que je voulais rajouter? Bon, on a eu un prix de reconnaissance très intéressant. On est fiers d'avoir reçu le prix de l'Acherie dans la catégorie bâtiment commercial. Donc, ça nous permet aussi de parler de notre succès. Puis, on a déposé notre candidature là, pour ce projet d'économie d'énergie à 3 instances. On est en attente. Les projets qui s'en viennent en cours pour poursuivre, on va développer un tableau de bord des mesures d'efficacité énergétique, mais aussi les autres mesures environnementales qui sera publié en temps réel. Alors, on va faire ce travail-là ce printemps, objectif de complétion fin de l'été pour publication à partir de l'automne. Donc, même ces données-ci pourront être en temps réel observées. Ce qu'on veut, c'est que l'autre gestionnaire d'immeuble fasse de même. On commence par le faire nous. On commence un audit environnemental plus complet avec le scope 3, c'est-à-dire comment on vit dans le bâtiment. On a embauché notre premier conseiller en développement durable qui vient de rentrer. Il va prendre place, puis on va faire ça. On continue notre transformation partielle du bâtiment parce que je sais que ça intéresse. Là. On transforme une partie de notre toit vert en toit jardin cet été pour aussi redistribuer les légumes là, pour la sécurité alimentaire. Fait qu'on reste dans l'amélioration continue, puis dans un champ qui est un petit peu à côté, mais qui reste super important, central. Il y a une recherche qui a été publiée, un diagnostic fait par l'INRS Urbanisation, le rapport de la Maison Développement durable avec l'art et la culture, avec une série de recommandations. Donc, on reste dans cette optique-là.
Ouais. Donc, j'avais vu une question, parce qu'il faut que je fasse l'animatrice des questions aussi. Donc, M. Landry qui nous demandait de parler là, de la pandémie. Je pense qu'on l'a couvert un peu. Pour les données plus exactes, là, on pourrait y revenir quand ça va finir. Peut-être juste la portion ventilation qui était ouais. couverte. Là, c'était, en fait, étant donné la très faible occupation, on a gardé des horaires étendus de ventilation, mais ouais. Augmenter de façon majeure les taux d'air neuf, il ne semblait pas nécessaire étant donné que c'était très, très, très peu dense. On parlait de quelques personnes par étage. Là. Ouais. Donc, à ce moment-là, c'était inutile de ventiler de façon excessive. Là. La qualité de l'air était déjà excellente dans le bas. Excellente. On a changé les filtres, on a amélioré la performance des filtres. On a mis des MV15. Donc, en tout cas, on a une qualité d'air pas mal la meilleure à Montréal. En tout cas, ce qu'on a vu dans les médias, l'inquiétude dans les bâtiments scolaires, on ne l'a pas ici là, du tout. Il y a M. Landry on a beaucoup de sons de CO2 aussi. On n'est pas juste dans les retours, on en a à plusieurs endroits dans le bâtiment comme repère. Oui. Puis on les fait inspecter plusieurs fois par année. C'est ça. Ils sont à jour. Ouais. M. Landry aussi nous demande est-ce que la Maison Développement durable possède en interne un gestionnaire, des spécialistes techniques qui gèrent l'énergie? C'est notre projet de rapatrier les compétences à l'interne. Alors, il y a des gens ici qui ont appris de Réal, parce que Réal, maintenant, c'est le maître connaisseur de l'immeuble. Puis, on a un technicien en bâtiment qui va rentrer dans les prochaines semaines. Donc, Réal va continuer à transmettre ses connaissances. Donc, la réponse est oui, pas tout de suite, mais ça s'en vient. Ouais. Est-ce qu'on voit d'autres questionnements ou si vous voulez, tout un chacun, rajouter, peut-être faire un tour de roue, vous êtes bienvenus. Je n'ai pas autre chose à dire, sinon on est un petit peu serré dans le temps, mais je pense qu'il faut bien prendre le temps d'analyser tout ça et faire les bons gestes. Là. Comme j'ai dit rapidement à la fin, il y a des gestes qui sont plus porteurs. Là. On sait qu'en recommissioning, changer des horaires, faire la gestion de pointe, c'est toujours des gestes importants qui comptent, qui vont peut-être justement donner du 10-15 % qu'on fait référence en temps normal. Mais tous les petits gestes d'optimisation autour de ça, là, de stabiliser l'opération, d'améliorer le fonctionnement des équipements, ça vient bonifier toutes ces grosses mesures-là qui sont mesurables avec toutes sortes de petites choses qu'on fait au quotidien qui sont peut-être moins mesurables, mais qui viennent ajouter de la valeur à ces gros morceaux-là. Puis, moi, je rajouterais qu'en dehors des résultats techniques chiffrés, on a un changement de culture au niveau des opérations qui se fait et très humanisant aussi parce que la valeur du travail des gens, c'est récompensant. C'est très, très valorisant de le faire. Là. Si on pense à Julie, Joël, etc., là, ils intègrent ces valeurs-là puis ils les vivent au quotidien. Grâce à vous. Merci. Merci. Alors, je pense que je ne vois pas d'autres questions, à moins qu'il y en ait sur Facebook. Là. Moi, je ne suis pas allée, je n'ai pas vu. Peut-être, Raphaël, si tu en vois, tu peux peut-être me les envoyer. Ou sinon, c'est bon. Alors, je vous remercie d'avoir participé à cette activité. Il y en aura d'autres. On va rester à l'affût pour partager. Merci, M. Saint-Cyr, Réal, Nicolas, Amer, Doré. Je suis bien contente de vous avoir rencontré. Puis, merci, José. Au plaisir d'une autre rencontre. Au revoir. Très bien. Merci. Au revoir. Au revoir.